à tous les amis, bienvenue sur After Fight. Je me présente à nouveau, Nathan Rochefort, étudiant en deuxième année d'école du journalisme à Nice. Et voilà pour ma seconde opportunité sur la chaîne. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Jordan Le Fauve-Zebo. Jordan, comment vas-tu? Ça va très bien, j'espère que toi aussi. Ça va merveille, je rentre juste de cours, voilà, pour tout vous dire. Je remercie évidemment à nouveau Kevin pour l'opportunité. Et voilà, on va y aller pour cette interview avec toi, Jordan. T'es prêt? Merci pour l'invitation. Ouais, je suis prêt. Magnifique. Donc, Jordan, est-ce que tu veux que je te présente? Est-ce que tu veux le faire? Je te laisse me présenter et puis ensuite, s'il y a d'autres petites choses que je peux rajouter. Super. Voilà. Donc, tu es évidemment un combattant français. Ton bilan actuel, donc tu as 4 victoires et une défaite. Tu es l'un des plus gros prospects du MMA. Tu es vraiment un espoir de ce sport en France. Tu es originaire de Martinique, plus précisément de Sainte-Anne, au nord de l'île. Et donc, ça, c'est vraiment, j'adore parce que moi aussi, je suis de Schellcher. Donc, finalement, on aurait pu se rencontrer bien avant cette interview. Donc là, ça, c'est vrai. Il y avait un petit truc sur lequel je voulais rebondir. Donc, donc je suis né à Schellcher, en Martinique. Ouais. Et c'est vrai que les médias en Martinique, il y en a, ils se sont un peu embrouillés. Et du coup, je suis né à Schellcher et puis ensuite j'ai habité à Fort-de-France et à Saint-Joseph. Donc voilà, là c'est les endroits où j'ai habité avec ma famille le plus longtemps possible. Et, voilà, et c'est des racines qui te suivent encore beaucoup aujourd'hui? Tu retournes souvent en Martinique? Donc j'aimerais, mais c'est vrai que depuis mes combats Ares, j'ai pas eu l'opportunité parce que souvent je finis un combat, ensuite je prends une semaine à peine et j'ai trop hâte d'y retourner et j'ai pas envie. Enfin, c'est un peu comme ça que je suis. Je suis tellement addict en quelque sorte à l'entraînement que j'arrive pas à me dire je vais rester partir en Martinique et tout, même si je peux m'entraîner là-bas, mais je vais garder le rythme un peu. Donc voilà, peut-être. Comme je dis, après tous mes combats, peut-être qu'après ce combat-là qui vient, je retournerai en Martinique, peut-être une semaine ou deux. Magnifique, magnifique. On l'espère en tout cas. Pour enchaîner un peu, pour parler un peu plus de toi sur le plan évidemment professionnel, tu as débuté le combat à Sainte-Thérèse, c'est bien ça? C'est ça. Donc le Et MMA. donc voilà, au club ANMA, donc Martinique MMA, anti-MMA. Donc ça c'est incroyable. Tu as encore une bonne relation avec ce club? Tu leur dois tout? Oui, toujours, toujours. Là, c'est des coachs avec qui je parle. Il y avait 5 coachs en tout là-bas. Et les coachs principaux, Christophe et Florin, donc je leur parle toujours. Et franchement, ils viennent à quasiment tous mes combats. Ils essaient d'être présents et ça fait vraiment plaisir. Et puis, ils gardent un lien avec moi sur comment se passe ma préparation, comment ça se passe même psychologiquement. Donc, c'est vraiment comme de la famille. Je les voyais parfois 2 fois dans une même journée. Donc, voilà, même plus que j'étais plus au club que chez moi. Voilà. Donc voilà, tu as toujours gardé ce lien privilégié avec tes coachs. Et si on parle un peu de ta famille, quel genre d'éducation tu as reçu? Donc au niveau de la famille, une superbe éducation vraiment. Enfin, j'ai eu la chance d'être avec mes parents jusqu'à mes 18 ans. Donc voilà, j'ai toujours. Ah, wow. Excusez-moi. Oui. Hop. Donc voilà, j'ai eu la chance. Vous allez à du direct. C'est ça. Donc j'ai eu la chance d'être avec mes parents et de pouvoir bénéficier des 2 styles d'éducation. Ma mère, elle était infirmière et elle a fait aussi beaucoup d'athlétisme en compétition. Elle a gagné beaucoup de coupes. Et mon père, il était chef de chantier entrepreneur. Ouais. Il a été couturier aussi avant. Donc, avant ça, il avait un club où il donnait des cours de karaté kyoku. Mais il a toujours eu cette vision type MMA en fait. Donc du combat avec tout ce qui fonctionne, tout ce qui est efficace. Et c'est comme ça qu'il m'a enseigné le combat. Donc avant même d'être en club, donc j'ai commencé à 6 ans. Il a fait en sorte que je ne sois jamais attaché à un style de combat.
mais que vraiment je sois juste le meilleur combattant possible, tout d'abord pour ma défense. Il n'était pas pour que je fasse des compétitions, c'est plus tard qu'ils ont accepté. Mais en fait, Voilà. c'est un peu visionnaire. Du coup, il a directement pensé au fait que tu sois complet. C'est assez Ouais, fou quand même. c'est ça. Donc, bien sûr, il a vu que j'étais passionné dès qu'il me montrait un petit peu. Ben, je voulais toujours plus. Et je m'entraînais dans mon coin, tout en plus. Après, j'ai eu la possibilité de m'inscrire dans un club. Avant, ils ont essayé de m'inscrire au foot, mais vraiment, Oh j'avais non, c'est énormément parcours typique ça. de difficultés à. Ouais, ouais, vraiment, c'était juste pour essayer de faire en sorte que je ne sois pas trop matrixé. Mais au final, ça allait pas. Donc voilà, j'ai pu Magnifique. choisir. Je me rappelle sur l'annuaire, je choisissais en fonction de l'âge que j'avais. Bah, je pouvais faire que karaté et judo. Et je voulais être complet. Donc Incroyable. dans le même club, j'avais la chance de pouvoir faire les deux. Et ensuite, il y a eu le cyclone Dean qui est passé en Martinique. Ça a rasé un peu le toit du club et tout. Et donc pendant un bon moment, j'avais pas de club. Je m'entraînais chez moi et avec des amis qui pratiquaient plein d'autres disciplines de sport de combat. Avec mon père aussi, du coup. Et après, j'ai eu un accident de bus à 10 ans qui m'a beaucoup freiné. Mais une fois que j'ai récupéré au collège, j'ai pu faire de la lutte. Parce que beaucoup en France me disent qu'il n'y a pas. Donc j'étais à Saint-Joseph, au collège de Saint-Joseph, il y a eu de la lutte. Et donc je pouvais en pratiquer un peu. Et à côté, je pratiquais kickboxing. Et dès mes fin de 14 ans, donc presque 15 ans, j'ai pu m'inscrire à Sainte-Thérèse pour mon premier cours de MMA après avoir insisté longuement avec mes parents. Voilà, j'ai pu et je suis vraiment très content. Donc, tous ces événements incroyables dans ton parcours qui font qui tu es aujourd'hui t'ont permis d'avancer et au point que tu arrives même quelques années plus tard à être un combattant amateur. Tes premiers C'est ça. combats amateurs, parle-moi notamment de vraiment l'un de presque ton prime, hein, quand tu fais troisième au championnat du monde IMAF. Oui, donc en 2019, j'ai fait troisième. Et en plus, c'était un moment où il y avait un peu. C'était le début du Covid, non? Il me C'est semble. ça, ouais, ça venait d'arriver. Ouais, et voilà, je me rappelle, je m'entraînais comme je pouvais. Wow. J'étais parti un peu partout, dès que je pouvais même avoir un parc pour m'entraîner et tout. Et voilà, on a fait le voyage. Ça s'est fait presque sur un coup de tête un peu, parce qu'on demandait au club qui serait intéressé et tout. Et il y a eu les sélections. Les sélections, Oui, à bien sûr. l'époque, il n'y avait pas les championnats comme maintenant. Donc c'était tout le monde qui venait de partout, même un peu d'autour de la France. Et on se rejoignait sur 2 jours. Donc le premier jour, on s'affrontait entre nouveaux qui veulent intégrer l'équipe de France. Et ensuite, il y a une sélection qui se fait. On n'est pas obligé de prendre tout le monde. Même, on n'est pas Wow. obligé de prendre une personne par KT. On prend vraiment que ceux qui vraiment. Il y avait Aldric Cassata d'ailleurs, Oui, qui était là. Il y avait Nicolas Hoth. Il y avait. il y avait Johnny aussi, Johnny Vraiment. Frappé. Pas encore. Il n'y Pas avait pas encore, encore il arrive. Johnny. En tout cas, pas pour cette année-là. Mhm. Mais voilà, il y avait beaucoup de très bons coachs, de personnes qui étaient là pour nous encadrer. Et voilà, on avait des épreuves de grappling, de striking et enfin de MMA. Et ceux qui avaient la chance de rester, le lendemain, devaient affronter ceux qui étaient déjà dans l'équipe de France. Donc il y avait Axel Sola, il y avait Oui, d'autres gens qui étaient déjà dans l'équipe de France. Et il fallait faire notre place. Donc soit en prenant la place, soit sinon, si on est tous les deux bons avec ce sparring de MMA, du coup, on nous garde tous les deux. Donc c'était maximum 2 personnes par KT qu'on pouvait garder. Et voilà, dans 77 kilos, j'ai eu la chance d'être titulaire de l'équipe de France et de continuer ensuite quand on est parti. J'ai fait 3 combats. Le premier contre un Anglais, le deuxième contre un gars du Bahreïn, donc une grosse équipe, KHK, et avec énormément de moyens. Donc sur place, vu que c'était à Bahreïn, les championnats du monde. et tu as pu suivre pour les années qui suivent, tu as vu que vraiment pour les championnats UMAF, il y a une exposition qui a vraiment évolué cette année. Avec, Vraiment, ouais. on a vraiment la France a beaucoup plus suivi cette année les championnats du monde IMAF avec Samba Sima, Patrick Abiroa champion, Souil ou C'est ça. encore Paul Denis Navarro. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses de l'évolution des championnats du monde IMAF? Vraiment, là, ce qui est bien, c'est que ça ressemble de plus en plus à ce que c'est au niveau de l'exposition à des Jeux Olympiques pour le MMA. C'est vraiment
l'IMAF, enfin, il y a c'est les gros moyens, quoi. C'est l'UFC quasiment, mais pour les amateurs. Et le truc, c'est que l'UFC, d'ailleurs, ils ont un gros regard sur ce qui se passe au championnat du monde d'IMAF, même au championnat d'Europe et autres. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on y retrouve beaucoup de combattants qui ont participé aux IMAF à l'UFC. Vraiment, c'est bien que maintenant en France, il y a une grosse importance accordée au MMA amateur parce que c'est du très haut niveau. Vraiment, ce niveau-là en amateur, c'est. Enfin, franchement, il y a beaucoup de pros qui n'ont pas ce niveau-là. Parfait. Et c'est bien maintenant que, même pour les sponsors, quand on voit Paul Dena et les autres, que vraiment, ils ont commencé à vivre de leur sport. Moi et les autres, quand on était en équipe de France, c'était compliqué d'avoir Et ça venait d'arriver, ça venait de légaliser. Tu as été parmi les précurseurs. C'est ça. Je pense, okay, je sais pas. Tu veux qu'on continue? Ouais. Donc évidemment, Jordan, tu viens de nous parler de l'UFC qui repère les combattants IMAF. Pour toi, évidemment, encore l'objectif, c'est l'UFC, clairement? Toujours. Là, mon objectif, c'est être champion de l'UFC. Pas juste d'y être, c'est vraiment d'être champion. Après, on verra si ça se fait dans plusieurs catégories. Mais en tout cas, 77, normalement, c'est ma catégorie. Ok. On a encore vu que le lien entre l'ARES et l'UFC est très étroit. On a encore vu Alex Pereira, Khamzat Chimaev en bord de cage lors des derniers ARES. Tu me vois venir. Est-ce que Hunter, on le sait, la direction de l'UFC, encore un gros œil sur les combats ARES? Oui, toujours. En fait, c'est sur l'UFC Fight Pass et c'est pour ça que même ils étaient intéressés par moi avant mon dernier combat par rapport à l'audience que j'ai fait sur les apparitions que j'ai eues à Arès. Et voilà, là, j'espère vraiment pouvoir continuer avec des victoires à Arès et des adversaires toujours de plus en plus coriaces et mieux classés. Et voilà, faire toujours une meilleure audience, surtout avec, même si voilà, le dernier combat s'est pas passé comme prévu. Voilà, c'est une audience monstrueuse, tout à fait. Mais voilà, au final, il y a une exposition et je pense que ça aura un impact sur les chiffres que je vais faire sur l'UFC Fight Pass pour mon prochain combat et mes prochains combats. Clairement, tu peux compter sur un soutien, à mon avis, qui va être vraiment de plus en plus grand, exponentiel. Et en plus, tu as bien vu que ton prochain combat, tu as raison, il est charnière et que ton adversaire est assez incroyable. On va avoir droit à une vraie guerre. Si on peut le présenter un peu, c'est le deuxième meilleur poids welter portugais, c'est Carlos Graça. Ça aura lieu donc à l'Ares 19 en mars. Comment se passe ta préparation pour ce combat? Donc, une prépa vraiment très dure. Avant même d'avoir le nom, j'étais déjà à fond. Mais là, avec la stratégie qu'on prépare, franchement, on mange de tout tous les jours. C'est un gars très costaud. Il vient de 84 kilos. Tout à fait. Donc forcément, même à 84 kilos, il était déjà très sec, très athlétique. Il amenait les gars en force. Même sur ses takedowns, c'est pas le gars le plus technique, mais par contre, ça se voit qu'il impose vraiment un physique qui a une grosse endurance de force. Maintenant, il a eu un passé en boxe taille, donc en striking, il s'en sort pas mal. En plus, il n'a pas peur des coups, donc faire la guerre debout, il peut rester vraiment, c'est très solide. Yes. Et ensuite, ce qui est du sol, pour quelqu'un qui a fait de la boxe taille en compétition, il a beaucoup amené ses adversaires au sol, il les a gagnés au sol, des gars qui en plus s'en sortaient pas mal à ce niveau-là. Donc voilà, très complet au final. Moi aussi, je suis complet. Et voilà, je pense que ça va faire un show super explosif. Et c'est pour ça que je me prépare vraiment partout. Et pour vraiment mettre une pression constante sur tout le long du combat. Voilà. Donc la clé, comme tu l'as dit, bon, ça peut être debout ou au sol, ça va être un combat entre deux combattants très complets. Est-ce que pour toi la clé est justement plutôt debout au sol? La clé, ça va être sur la technique et sur aussi ma capacité à rester en quelque sorte frais. C'est-à-dire que il faudrait que je puisse mettre de l'intensité, mais par rapport à lui, je suis plus rapide. Okay. Et cette vitesse, il faudra que je la garde sur tout le long du combat. Donc là, en prépa physique avec Facel, on fait en sorte d'être vraiment, d'avoir une grosse base de force déjà. On a fait le travail en amont pour ce qui est de la force. Maintenant, ça va être un peu plus orienté puissance et le cardio, on en mange énormément pour que je puisse rester frais et lucide tout le long du combat, donc pas faire le mauvais choix, continuer à être à l'écoute et puis surtout rester rapide.
rester rapide, que ce soit sur mes amenés au sol, comme on connaît. Je suis assez explosif donc normalement, si on est sur ça, je peux amener. Striking, pareil, rester rapide, rester frais, m'adapter pendant le combat. Et au sol, bah, dès que je peux, si c'est Du plus coup, pour c'est les amener un au avantage, sol, à si mon je peux avis, quand même. prendre quelque chose, voilà. Complètement. Là, le sol, normalement, ça va. Mais du coup, tu vas devoir pallier peut-être une éventuelle différence de poids entre vous deux. Comme tu l'as dit, Carlos, c'est un combattant qui est Ouais. habituellement 1,84 m. Comment tu vas faire pour pallier justement cette différence de poids entre vous deux? Moi, j'ai jamais eu de souci avec ça. Moi, j'ai une vision du MMA où s'il y avait pas de catégorie, moi, ça m'irait. Après, c'est personnellement. Avec d'autres personnes, je peux comprendre que, enfin, ils préfèrent avec des catégories. Mais s'il y avait le choix, moi, ça me dérangerait pas de faire des combats comme ça. Lui, il peut être au poids qu'il veut, mais je reste confiant pour mon combat. Je sais que à l'entraînement, je m'entraîne avec les lourds. Donc, c'est les plus de 77. Donc, il y a les poids lourds aussi qui font 120, voire même plus hors combat. Donc, ça va. Bien sûr, il y a des références de force et tout, mais j'ai l'habitude de pallier avec justement, comme je disais, mon explosivité, ma technique, voilà, mes bons choix. Donc voilà, je vais travailler. Et puis bien sûr aussi, c'est vrai que pour mon poids, je suis déjà puissant. Et est-ce que Cyril Gann sera dans ta prépa physique, justement? Donc Cyril, bah, il est parfois là au sparring. Ok. Après, ça va pas être quelqu'un qui fait partie vraiment du camp, parce que bah, il n'a pas un style similaire à mon adversaire. Mais en tout cas, dans tous les entraînements pro que j'ai eu en amont là, il était assez présent et j'ai eu l'opportunité de tourner avec lui, que ce soit en MMA, surtout même sur les phases de grappling. Et ouais, déjà lui, il a bien progressé, il n'arrête pas de progresser et ça m'a permis aussi sur mon jeu. Super, c'est très important justement ces sparring. Et est-ce que justement, on connaît les autres personnes dans ta préparation physique? Est-ce que tu auras des sparring que tu vas amener pour te préparer contre Carlos? Donc il y a un peu de tout. Donc il y a Ayoub, un bon striker. Il y a Donatello, qui normalement peut-être sera sur la carte aussi. Ok. Il y a Abouev, Chaboulat, qui est sur arrêt, c'est très bon combattant. Et bien sûr, pour ce qui va être du sol, donc j'ai plusieurs partenaires où c'est à la fois, il y a des légers comme Bernardo, très Ok. bon au sol, franchement, c'est un des meilleurs. Et sinon, il y a comment s'appelle Reda Medtouche, qui lui est très bon au sol. Donc vraiment, j'ai Prépa idéal, vraiment ouais. un large panel de partenaires avec qui j'ai déjà commencé à travailler depuis avant. Et j'ai déjà un peu plus progressé grâce à eux. Et petit à petit, bah, ça va s'améliorer. Et voilà, c'est pour ça que je suis confiant. Là, je pense que là, j'ai typiquement ce qu'il faut comme camp pour savoir que partout, je serai meilleur. Parfait. Donc justement, là, tu es beaucoup plus complet, beaucoup plus, tu te sens vraiment préparé au mieux. Est-ce que ta Ouais. préparation mentale aussi a un grand rôle pour ton prochain combat? On s'en rappelle justement, il y a eu vraiment beaucoup de messages négatifs sur les réseaux sociaux. Ça a été assez difficile à gérer. Comment se passe ta prépa mentale aussi? Donc là, la prépa mentale, là, je suis plus avec que mes coachs et mes proches, donc, et mes partenaires d'entraînement aussi. Donc là, j'ai pas continué la Ok. préparation mentale avec un vrai préparateur mental, même si ce que j'ai fait en amont, je continue à le pratiquer de mon côté, les exercices, etc. D'accord. Donc ça aide. Maintenant, voilà, là, je suis vraiment sur un camp plus classique. Et ben, je sens que j'ai déjà passé le cap des doutes et des choses comme ça. Là, déjà, il n'y a pas eu vraiment de doute, mais plus une appréhension sur comment je vais être dans la cage. Est-ce qu'il y aura une forme de retenue, une crainte, ou je vais être quand même libéré, comme si voilà, rien s'est fait. Ce Et qui est au fou, final, ben, je sens que je vais être dans la cage vraiment mieux qu'avant, avec un plus, rien de moins. Tout qui aura progressé et puis un état d'esprit vraiment de gagnant.
Je sens Super. que, voilà, comme je l'ai dit, c'est du haut niveau. J'ai fait une erreur. J'en ai payé le prix, mais c'est une erreur où moi, je me suis habitué à pas en refaire à l'entraînement. Donc, Ce qui est normalement, fou, ce qui est fou, c'est qu'on dirait que ça t'a vraiment enduré mentalement. Pourtant, il y a peu de personnes qui ont enduré ce que tu as enduré, mais on dirait que tu en ressors plus fort mentalement et vraiment prêt à être de nouveau dans la cage et à tout donner. bah oui, c'est ça, c'est typiquement ça. J'ai vraiment hâte d'être dans la cage pour montrer, pour tous ceux qui me connaissent que depuis maintenant, par rapport au dernier combat, bah, de voir que c'est. Même pour eux, je pense que ça va être motivant. Que ce soit des personnes qui me soutenaient déjà ou des personnes qui me voyaient plus en mal par rapport à une mauvaise performance, bah, au final, qu'ils soient tous unanimes sur le fait que ce soit inspirant, le fait que Mm. bah, c'est plus un exemple. C'est plus un exemple. Yeah, complètement. Moi, je sais que c'est mon métier. Moi, je suis passionné par ça. Souvent, on me demande qu'est-ce que j'aurais fait d'autre que du MMA. Ben, j'ai jamais trouvé la réponse. C'est que ça. J'ai eu la chance depuis toujours de savoir ce que je veux faire. Et je travaille non-stop. Voilà, j'ai confiance. Même je coach des athlètes professionnels comme amateurs. Donc, je sais aussi ce que c'est de l'extérieur, le regard extérieur, la progression, comment ça se passe Complètement. psychologiquement, Mm. les victoires, les défaites. Donc voilà, j'ai l'habitude de vivre dedans au quotidien et depuis très tôt. Et c'est pour ça que je Mais connais le processus. ce qui est fou, ce qui est fou, c'est que vraiment, on a vraiment quand même senti, il y avait d'un côté évidemment les haters, mais il y a aussi une grande vague de soutien qui est arrivée. Ouais. Tu es désormais même l'un des combattants français les plus suivis sur les réseaux sociaux. Tu as même presque 2, voire 3 fois plus d'abonnés que le groupe Kassav, le groupe de Kassav. Donc, qu'est-ce que c'est un avantage pour toi? Qu'est-ce que ça te fait? Donc bah, ça fait vraiment plaisir parce que je, enfin, moi j'ai toujours essayé en amont d'accorder l'importance aux réseaux sociaux. Ouais. J'essayais de faire comme je pouvais, des réels ou tout. Mais là, vraiment, ça donne un vrai coup de boost. Un vrai coup de boost. Ça me Pour permet les de sponsors. voilà, Ouais. mieux vivre de ma passion et qui est aussi mon métier. Et voilà, donc les sponsors, le club, enfin voilà, ça sert à tout le monde. Le fait que j'ai plus de notoriété et ça me permet aussi, ben, on sait que les organisations sont intéressées par ça, donc c'est des points en plus pour pouvoir intégrer l'UFC. Voilà. Bah, c'est vrai, ce que j'allais dire justement, c'est peut-être un point clé pour l'UFC, pour te repérer et voir justement que tu as une communauté derrière toi. Et Ouais. justement, est-ce que tu as conscience de l'empathie que les gens ont ressenti pour toi après le combat contre Cédric Doumbé? Oui, j'ai conscience. En fait, il y a les deux. Et aussi, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que, comme on dit, il faut savoir faire la distinction avec les commentaires des proches et les commentaires des personnes à distance. Parce que si j'accorde beaucoup d'importance à ce qui est amélioratif en quelque sorte, et les messages de soutien, et que je le prends trop à cœur, ben, ça veut dire aussi que je vais prendre énormément à cœur les messages Ouais, des haters. c'est à double Et, tranchant, t'as dit. voilà, donc en tout cas, je trouve que enfin, il y a le bon équilibre en fait. Il y a eu un très bon équilibre. Ça m'a vraiment fait plaisir qu'il ne se soit pas que du négatif parce que vraiment, la vague qu'il y a eu derrière là, ah, c'était Est-ce que, compliqué. est-ce qu'il y a des personnes en particulier dont tu n'attendais pas le soutien? Ça t'a vraiment surpris de leur part? Euh, En vrai, on a eu. Bon, après, c'est pas des personnes avec qui je parle souvent, donc. Ouais. Mais voilà, quand je vois, il y a des personnes qui étaient connues à la télé et tout, même des chanteurs, ça m'a fait plaisir. Mais aussi en contrepartie, bah, il y a aussi des chanteurs qui ont commenté, bon, pas qui s'est moqué. Donc voilà, on va dire 50-50. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je sais que c'est pour moi que je fais ça. Derrière, si ça peut inspirer en positif des personnes, parce que comme je disais, c'est pour ça que je ne vais pas avoir une image de quelqu'un qui a été transformé par le fait Complètement. de gagner ou de combattre, d'être mis en avant sur les réseaux. Moi, je ne suis pas quelqu'un comme ça. Je reste toujours enfin, moi-même authentique. Et c'est ce que les gens aiment. Et puis toujours avec ce côté un peu poli que j'apprécie chez les autres et du coup que je vais faire parce que ben voilà, je vais pas faire aux autres ce que je veux avoir en face. Est-ce qu'on Voilà. va savoir qui sont au moins juste les chanteurs qui t'ont soutenu? Ça nous ferait plaisir. Il y a eu qui? Wow.
Chanteur. Waouh. Ah, waouh. Moi, je suis désolé, vraiment. Là, les noms, je me rappelle même pas. Je me rappelle même pas. Non, dommage. Peut-être comme ça, ce ne sont pas des personnes que je suis Ouais, habituellement. habituellement ou même que je vois même sur les réseaux ou autres. Du coup, les noms me reviennent pas, mais ouais, enfin, désolé. Incroyable. Bon, pas grave, on n'enchaîne pas d'ici. Alors, j'avais une question aussi par rapport évidemment à l'actualité. Tu as vu l'officialisation du combat entre Cédric Doumbé et Baki. Et pour toi, qui est favori dans ce combat? Qui vois-tu gagner? Est-ce que tu seras dans le camp de Baki? Comme j'avais dit, donc ouais, en tout cas, c'est un combat attendu par tout le monde. Vraiment hâte je suis autant spectateur que partenaire d'entraînement. Donc là, Baki, je pense qu'il a plus d'armes, comme je dis, mais c'est un combat serré, c'est sûr. Ce que je pense, c'est que tout comme moi, en vrai, il y aura un impact peut-être psychologique. Ça, c'est possible. Le PFL qui forcément veut que ce soit Cédric qui gagne. Donc après, j'ai déjà parlé avec Baki. Il Ok. sait, je pense, en tout cas de l'extérieur, comment ça se passe. Maintenant, il faut qu'il puisse le vivre et être aussi serein que quand il est à l'extérieur. Normalement, s'il est bien, s'il se sent bien, voilà, et qu'il reste concentré sur ce qu'il doit faire et comment il doit le faire, normalement, ça devrait bien se passer. Mais il y a toujours le facteur de, même si on fait tout ce qu'il faut, le petit côté Le un coup, facteur chance, oui, l'instant T. facteur chance, voilà, c'est ça. Donc faut qu'il reste concentré, qu'il prenne pas trop de risques, qu'il se laisse pas trop avoir par lorsque on lui envoie des pics sur ouais, il a pas de punch ou quoi, il met pas de KO, etc. Enfin, c'est comme il le dit et c'est exactement ça. C'est pas un gars qui manque de punch. Franchement, à l'entraînement, le nombre de KO qu'il a mis, enfin, à l'aise. Enfin, le gars, il a pas besoin de forcer pour faire dormir des gens. Ouais. Enfin, juste que quand il est en combat, il est très focalisé sur la victoire. La sécurité, Ouais. ne pas se jeter, ne pas trop s'ouvrir, etc. Faut pas que, comme ce sera Cédric, bah, qu'il ait trop envie de lui arracher la tête. Justement, d'ailleurs, bah, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Donc, faut que, voilà, malgré tout ce qu'il peut y avoir autour, ce que les gens peuvent dire, ce qu'il reçoit, etc. Et puis, comment le PFL va être avec lui, Mm. faut que, voilà, là, il reste comme lorsque c'est à Arès. Et normalement, ça se passe bien. Super. Normalement, Mais en tout cas, vous pour le deux, fait. Voilà. vous êtes tous les deux des combattants complets. Donc, du coup, vraiment des combattants de MMA. Et Mhm. on sait que dans les deux cas, il y avait dans les pronostics, on savait que votre niveau de sol était vraiment de haut niveau. Mais Ouais. là, pour ce combat, on commence à avoir des doutes parce que tu as bien vu que les coachs qui s'entraînent avec Cédric parlent souvent de son niveau de sol. Est-ce que tu penses que ce sera l'une des clés de combat, le niveau de sol de Cédric? En vrai, je pense que même avec des. Enfin, c'est pas. Enfin, il peut avoir une bonne enfin, une facilité à apprendre. Hmm. Mais franchement, enfin, c'est. Enfin, à part si vraiment bah, qui est négligent, mais normalement, comme j'ai dit, s'il reste avec le même état d'esprit que quand c'est à Arès, cherche vraiment la victoire. Voilà, pas faire un spectacle forcément ou quoi. Voilà. Non, enfin, en termes de niveau pur, ça n'a rien à voir. Enfin, le sol, enfin, c'est soit tu connais, soit tu connais pas. Il n'y a pas D'accord. de. C'est pas comme debout. Tu ne peux pas apprendre en cours de route pour toi. C'est vraiment quelque chose d'inné que tu développes au début. Enfin, pour le sol, ben justement, ça peut être inné ou pas d'avoir Hmm. des sensations, etc. Oui, mais par contre, après, c'est vraiment connaissance pure. C'est tu connais ou tu connais pas. Et à quel point tu connais, à quel point tu as répété. C'est-à-dire, tu peux connaître un truc, on te fait une interro, tu réponds tout bien, mais celui qui va gagner, c'est celui qui, en un temps donné, il aura fini le plus tôt avec toutes les bonnes réponses. Je comprends. Ouais. Et ça, c'est que l'expérience qui peut faire ça. Baki, comme moi, il a commencé très tôt tout ce qui est préhension. Il a toujours fait les sports de combat qu'il a pratiqués pour le MMA,
il pratiquait le judo pour le MMA. Il pratiquait le judo et il pensait, OK, qu'est-ce qui va passer en MMA? Là, il a eu la chance de pouvoir faire du MMA. Dès qu'il a commencé le MMA, il a mangé MMA, mais comme pas possible. Voilà. Enfin, voilà, Et justement, c'est juste le striking qui va servir à Cédric. Franchement, même, je pense que ça peut être pour créer le doute que les mhm. coachs disent, ah, ou ça peut être parce que juste ils sont contents de voir à quel point il a progressé. Mais ça peut pas être une clé pour le combat le sol. D'accord. Et Ok, c'est clair. Baki, enfin, franchement le sol, c'est bon. Et tu C'est parlais, normalement. tu, parlais très, tu parlais très justement du fait de bien rester focus dans le combat. On l'a Ouais. vu, l'ambiance du PFL Paris est vraiment assez folle, assez unique. Elle a même été élue ambiance de l'année 2023. Donc, quelles sont les clés pour Baki pour rester bien concentré dans le combat malgré cette foule assez incroyable? C'est d'être indifférent à tout ce qu'il peut y avoir. Voilà, il pense à ses coachs, à lui, et c'est tout. Ok. Il ne faut pas qu'il pense à, au public, au message, au staff du PFL, à tout. Il faut qu'il soit, qu'il pense à son écosystème, mais de manière très réduite. Il ne faut pas qu'il pense à même. Vraiment, il faut qu'il pense à peut-être 4 personnes, c'est tout. Et Faut pas justement, que, euh, c'est quoi ta relation avec le PFL aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait te revoir combattre dans l'organisation? ça peut être possible, mais ce sera jamais, bien sûr, c'est comme le dernier combat, ce sera un combat. Ok. Un combat comme ça, mais que des one-shots, jamais de contrat où je vais être attaché parce que l'objectif, c'est que je puisse partir à l'UFC à n'importe quel moment. Et surtout, bah, pour moi, Arès, c'est la maison. Quoi. Yes. C'est- pour moi, j'ai jamais vu une orga. Je sais plus- même, ça m'arrive même de douter, me demander est-ce que l'UFC, vraiment, en termes de confort, ce sera mieux. Je pense que, bien sûr, ce sera mieux par rapport aux moyens, peut-être. Mais en termes de à quel point je me sens à l'aise, je sais pas. Et puis aussi le respect des combattants, que ce soit vraiment qu'il n'y ait aucun intérêt pour l'orga, que ce soit lui ou lui. Enfin, c'est vraiment l'orga qui pense qu'à l'orga. Il ne pense pas, ok, on est pour plus ou quoi. Enfin, donc voilà, c'est parfait. Arès, pour moi, c'est le top. Est-ce que tu en veux un peu justement au PFL d'avoir laissé autant de liberté à Cédric avant le combat? Bah, après, c'est sûr, hein, bien sûr, parce que il y a des règles et c'est pas pour rien. Et c'est fait pour être respecté, pour que justement ce soit en quelque sorte équilibré. Là, quand moi je veux choisir une musique et qu'on me dit que c'est trop explicite alors que moi je fais pas de trash talk, je prends une musique commerciale classique. Ouais. Bah, lui qui arrive avec un mix avec du trash talk, avec toutes sortes de choses, qui rentre avec un matelas. Quand je vois des gens qui ont été disqualifiés parce qu'ils ont juste trop parlé avec l'arbitre ou bien qu'ils ont à un moment coupé ou quoi, bah, et que lui, il peut prendre le micro et parler et ensuite rendre le micro à l'arbitre et faire son combat. Enfin, tu vois, c'est des choses où on peut pas se préparer à ça parce que on est habitué aux règles, on sait que bah, on se prépare à ce qui est possible de faire. On peut gratter des trucs, voilà. Mais quand c'est trop, tu vois, quand Ouais. c'est, On l'a on, annoncé. C'est vraiment abusé. C'est un peu un traitement de faveur, on dirait même. mais oui, c'est ça, parce que je pense, enfin, dans une autre orga, ça aurait été une personne neutre. Hmm. Enfin, il y aurait eu les sanctions qu'il y aurait eu, qui a eu dans d'autres orgas. Donc il y a ça. Je comprends qu'il y a un intérêt que le PFL et Cédric qui soit gagnant. C'est voilà. Mais c'est normal. Il y a une petite frustration par rapport à ça. Mais l'important c'est que ce soit arrivé une fois, ok. Mais que maintenant je sache que, enfin, il y a n'importe quoi qui peut se passer. Moi, je vais être préparé mentalement à tout ce que je connais. D'accord. Maintenant, bah, je me rends compte que ah ouais, ça peut aller jusque-là. Bah, maintenant, je comprends. Là, je vois comment les choses fonctionnent. C'est mieux. Là, Et quand je alors, vois que mes coachs, on les laisse pas entrer à tel ou tel endroit, quand je vois qu'on me fait entrer sans que ma musique n'ait encore commencé, tu vois, c'est des tas de petits détails
qui font la différence Ouais. en réalité. Mais alors, pour autant, malgré tous ces petits détails dérangeants de la part du PFL, quelle relation tu as désormais avec Cédric? On dirait qu'il a encore un peu, il t'envoie un peu des pics et que c'est comme un peu comme un match retour entre lui et le MMA Factory, ce combat. Bah franchement, moi quand je parle du combat, je parle de l'expérience que j'ai eue. Ça n'a rien à voir avec lui ou le Factory ou quoi. Donc lui, il dissipe un peu les trucs. Enfin, lui, il accorde l'importance à l'histoire qu'il a avec le club ou quoi. Enfin, pour moi, ça, c'est des paroles inutiles. Moi, j'avais demandé une revanche. Si c'est pour remettre le truc en avant, bah, c'est un combattant. Moi, je suis un combattant. S'il veut reparler de quelque chose qui me concerne, ben, normalement, c'est du combat, quoi. Donc, lui, il a eu sa victoire. Quand j'ai demandé la revanche, il ne voulait pas. Donc, s'il ne veut pas, ben, il fait son chemin. S'il veut une revanche, ben, il a une revanche. Mais sinon, voilà, c'est. Est-ce que ça paraît fou qu'on puisse penser qu'en réalité, dans un monde parallèle, vous pourriez vous entraîner ensemble, vous pourriez progresser, il pourrait même être dans ton training camp pour ton prochain combat? Mais ça, dans un monde parallèle où je ne serais pas moi du tout. C'est-à-dire que moi, avec ma personnalité, ou même comment ça se passe au club, quelqu'un comme ça, perso, je lui parle pas, il est là, quoi. Et même, je pense que beaucoup de gens du club n'apprécieraient pas, quoi. C'est typiquement le style de personne qui, voilà, c'est bien fun quand c'est de l'extérieur, quand on n'est pas dedans. Mais nous, c'est notre métier, on est combattants. Il y a un respect à avoir et il y a une logique, quoi, tu vois. Donc là c'est une façon un peu égoïste, même plus qu'égoïste, parce qu'on est égoïste en tant que professionnel. On veut être le meilleur. Mais il y a un respect et il y a une façon de faire. Quand ça dépasse un peu toutes les limites, euh, c'est normal qu'en retour, on ne se fasse pas respecter, quoi, tu vois. Donc, dans le club, je pense pas que c'est si. En tout cas, moi, je pourrais pas être avec lui dans une même salle d'entraînement et que ça se passe bien. Enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui fait du bruit ou quoi, mais je fais pas semblant. C'est pas possible. Je peux pas m'entraîner avec quelqu'un comme ça, avoir confiance, faire un sparring avec eux, avoir confiance. C'est trop bizarre. C'est trop des chemins différents. Mais en tout cas, Ouais. tu as bien dit, en fait, finalement, le MMA Factory est dans son coin. Et là, finalement, la situation, on dirait que c'est bien rétabli. Malgré les polémiques qu'a connues le MMA Factory justement avant et après le combat. Tout va bien. Comment ça se passe actuellement à la salle? Donc ça se passe très bien. En vrai, là, on a beaucoup de personnes qui combattent Ouais. de plus en plus régulièrement. Donc c'est top, ça fait plaisir. On a de nouvelles personnes qui vont arriver. Il y a Aziz Ali qui est un très bon striker déjà, connu, mais qui a bien progressé en MMA, qui va combattre bientôt. Il y a Bernardo en question. Oui, Très dans bon. le training camp. Voilà, c'est ça. Et voilà, il y a énormément de personnes. Il y a Abou qui va défendre sa ceinture. Là, c'est parfait. Et puis, il y a Lynn que j'accompagne, une combattante qui a eu une victoire au dernier Ares. Et ça s'est très bien passé pour elle. Et normalement, qui va peut-être revenir, peut-être l'Ares 20, j'espère. Ce serait top. On espère aussi. Donc ça tourne à plein régime. Tout le monde est en préparation. Tout le monde se tient prêt si l'heure n'en sort. Et superbe ambiance comme d'habitude. C'est ce qui m'a toujours plu dans ce club-là. On est Tout tous a l'air au ensemble. mieux, alors tout se passe au mieux. C'est bien que les polémiques finalement soient effacées. Maintenant, la situation est Ouais. parfaite, tout va bien. Okay. Écoute, Jordan, je te propose qu'on finisse sur une bonne note. Je te propose de jouer au Five avec moi. Alors, je ne sais pas si tu t'en rappelles, c'est un jeu, peut-être que Kevin t'y avait fait jouer aussi. C'est 5 questions vraiment random. Tu me réponds ce que tu veux. Est-ce que ça te convient? Ouais, bien sûr. Ouais. Magnifique. Ok, première question. Pour ton prochain combat contre Carlos, est-ce que tu préférerais un KO ou une soumission? En vrai, je pense que je préférerais un KO. Mais moi, je suis toujours ouvert à toute forme de victoire. Mais ouais, un KO. Je pense que les gens, ça les marque plus. Pour un retour. C'est ce qu'on adore. Ce serait incroyable en tout cas. En deuxième petite question. Tu es dans un bar, tu es à Paris, en soirée tranquille.
on t'embête et tu peux appeler 3 combattants pour venir t'aider. Qui t'appelle? Wow. Il y a Abouev. Lui, il y a Oh mon lui. Dieu, Je pense que, ouais, il rigole pas. ah ouais, là, c'est directement, il y a lui qui sort. Après, bon, en vrai, Cyril, ouais, déjà. Ah ouais, série directe. Et, ouais, en vrai, ouais, Donna aussi. Donna, Théo. Oh, le trio Ouais, incroyable. ouais. Alors Là, là, il c'est est le sûr que le mec, il est trio foutu. de la destruction. Franchement, ah ouais, Le mec, il déjà, est foutu là. Ok, 3e question. Voilà. Si tu n'étais pas combattant de MMA, qu'est-ce que tu ferais dans la vie, tu penses? franchement, en vrai, je pense que chaque fois qu'on me pose cette question-là, ça reste toujours dans le MMA au final. Si je suis pas combattant, donc je fais ce que je fais à côté. Du coup, bah, c'est être coach. Coach pour des athlètes professionnels comme amateurs et en préparation physique aussi. Mais voilà, toujours attaché au MMA. C'est ma passion. Magnifique, magnifique. Bon, du coup, attends, c'était quoi le métier que tu voulais faire vraiment enfant? Tu as toujours voulu faire combattant ou moi, par exemple, je voulais être garde forestier avant, tu vois, vraiment rien à voir. En vrai, j'ai toujours pensé au combat. Après, il y a eu un moment où j'étais un peu dans un mood où je pensais au parcours justement de Saint-Denis. Donc au final, force spéciale et ensuite éventuellement combattant. Donc franchement, toujours rattaché à ce côté-là, un peu le meilleur combattant possible. Après, la question qu'il y a eu, qui a tout changé, c'est est-ce que je voulais avoir un passage avec les armes ou directement partir sur ce qui va être plus arts martiaux. Et au final, j'aime pas trop tout ce qui concerne les armes et tout ça. Et voilà, enfin, un peu tout ce qui est un peu lié aux ordres qui concernent le fait de tuer ou pas tuer et qu'on n'a pas trop d'autres avis à avoir dessus. Ok, Enfin, ça, c'est une partie un peu dure et du coup que j'ai préféré ne pas me mettre dedans. Je pense moi, que je j'aurais pas pu comprends être complètement. performant. Donc voilà. Je comprends complètement en réalité, ouais. Ok, bon, choix logique. 4e question. Quel est ton plat préféré des Antilles, vraiment? Euh, mon plat préféré des Antilles, Ouais. en vrai, j'aime énormément tout ce qui est accra et Oh, beignets à la banane aussi. Les beignets à la banane, incroyable. avec, le sucre et tout dessus. Oh là Euh, là. euh, mais j'aime aussi beaucoup les plats de Noël, donc le boudin et Wow. tout. Ça te manque ça un peu des fois? Ah ouais, ça me manque, ça me manque. Là, il y a eu le Noël dernier, c'était top en Alsace et tout, mais avec s'il y avait moitié-moitié, s'il y avait une partie créole aussi, ce serait parfait. Tu vois. Ça aurait Ça, été ce idéal. serait... Magnifique. Ouais, ok. Et vraiment, dernière question un peu plus personnelle. Quel est le combat de rêve que tu voudrais voir en 2024? Le combat de rêve que je voudrais voir en Ouais. 2024. Bah, en vrai, moi, dans ce que j'avais dit avant, j'espérais en 2024 pouvoir insérer l'UFC. Donc, si fin 2024, il y a une nouvelle où on voit affiche Zebo contre Oh, quelqu'un, ce serait ça, fou. c'est mon combat de rêve en vrai. Après, en tant que spectateur, l'UFC, je pense que ça ne le rendrait pas service. Mais j'aimerais bien voir Rakhmonov contre Khamzat Chimaev. Shavkat Rakhmonov contre Khamzat Chimaev. Oh, le Ça, combat ce serait incroyable. vraiment le combat. C'est le combat que j'attends. Franchement, quand ils ont parlé du UFC 300, je me suis dit, est-ce qu'ils vont quand même prendre le risque de faire ça? Ouais. Et T'as vu en que fait, Shimaev est blessé, c'est ça le problème. Il s'est blessé un petit peu. ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, et donc, franchement, si ça c'est le combat que si Mais l'UFC le fait, je suis hyper content. waouh. Et tu penses que les gens se rendent compte du niveau de Shavkat, justement? Ils s'en rendent pas compte parce que c'est comme pour Strickland en quelque sorte. Tout le monde sous-estimait parce que ben, c'est pas académique. Il faut être très fin connaisseur pour voir que c'est des personnes très performantes et pourquoi elles gagnent. Après, c'est vrai que Shavkat l'a affronté tous les gars qu'en général on ne voulait pas envoyer à Khamzat. Donc aussi, forcément, ça a fait des guerres. Et même dans quelques combats d'avant,
c'est pas le style de gars qui n'a jamais pris de down, etc. Ouais. Bien sûr. Parce qu'il a ce jeu-là où il est très offensif. Mais il a une façon d'être offensif qui fait que on comprend les raisons pour lesquelles il gagne. Et je pense qu'il y a une affaire de choix aussi. Il fait le choix de faire la guerre. Quand il a envie d'être propre, les mêmes gars contre qui il a fait des guerres, dès qu'il avait envie d'être propre, il pouvait être propre. Et c'est juste qu'il veut continuer à courir. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand je parle de Baki, d'ailleurs, j'ai un peu cette même mentalité-là. C'est pour ça que j'avais 2 décisions unanimes et un KO et une soumission. C'est que s'il y a un finish, tant mieux. Mais si on n'a pas, tant pis, on veut la victoire. Ouais. Là, ce qui fait que Rakhmonov divise un peu les idées, c'est que il court après le finish. Et courir après le finish, ça veut forcément dire que contre des gars solides, ça crée des guerres et que forcément, tu peux te prendre des coups. Et tout le monde se dit, bon, il est moyen parce que, ouais, mais il est... Mais oui, en fait, les gens ne se rendent pas compte, c'est pour ça. Voilà, ils ne se rendent pas compte. Il a 100% de finish. S'il veut continuer à avoir 100% de finish, il est obligé de s'exposer. Il est obligé. Donc voilà. Choix très judicieux. Merci pour tes réponses. Merci infiniment, Jordan, pour ta disponibilité. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui regardent ce podcast, n'hésitez pas à aller le soutenir sur Instagram, Twitter, La Totale, YouTube. Parce qu'il le mérite vraiment, on l'adore. C'est que tu étais vraiment quelqu'un en or. Et moi, j'ai vraiment envie de dire, comme l'a dit Mouloud, évidemment, Jordan, t'es fort. On sera à fond derrière toi pour ton prochain combat à l'Ares 19 contre Carlos Graça. Et donc voilà, on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup à toi. Merci pour l'invitation et avec grand plaisir. Vraiment, suivez l'équipe aussi d'After Fight. Merci. Bon, les amis, c'est la fin de ce podcast. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit retour en commentaire, à soutenir évidemment Jordan. Et merci encore à Kevin pour l'opportunité. Salut à tous.